Allez, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction, le rendez-vous de 18h, l'information de ce mercredi 31 mars 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béaré-Lolcerdaire. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Un regain de l'épidémie de Covid-19 en Guyane avec un taux d'incidence de 58 sur 100 000 habitants. Le territoire dépasse un seuil d'alerte. Les détails dans un instant. Chez notre voisin du Brésil, difficile maîtrise de l'épidémie. Le président Jair Bolsonaro a été contraint de remanier son gouvernement. Pour en parler, nous recevions dans l'invité du 7h, Rosuel Lima Pereira, maître de conférence en civilisation brésilienne à l'université de Guyane. On y revient. La disparition de Kiko Pierret provoque de nombreuses réactions dans la classe politique, la société civile et dans le monde culturel guyanais. Vous entendrez les souvenirs de Michel Clette, membre également du groupe Blackwood. Troisième épisode de notre dossier spécial Trois Sceaux. Trois Sceaux, c'est l'union de plusieurs villages et dans l'un d'eux, à Wayapa, l'école est trop délabrée pour accueillir les enfants. Reportage à suivre. Et puis enfin, un concours de lecture dans les écoles primaires pour réconcilier les enfants avec les livres. Nous avons suivi leur préparation à l'école Mariette Bermude à Cayenne. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la Guyane repasse au-dessus du seuil d'alerte. Oui, depuis plusieurs semaines, l'épidémie était connue dans le département, mais nous venons de repasser au-dessus de ce seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Plusieurs clusters sont apparus, faisant craindre un regain de l'épidémie. Explication Clément Buzalka. Le seuil d'alerte a été franchi la semaine dernière selon les cartes disponibles sur le site du gouvernement. Le 26 mars, la Guyane affichait un taux d'incidence de 56 cas pour 100 000 habitants, contre un peu moins de 47 2 jours auparavant. L'ARS alerte aussi sur l'apparition de plusieurs clusters dans les services d'une mairie, dans une entreprise du BTP, et 9 cas parmi les fidèles d'une même église. Pour Santé publique France, l'épidémie en Guyane est en train de changer d'échelle. Les cas sporadiques des dernières semaines sont remplacés par des clusters. Les autorités s'inquiètent d'une augmentation parallèle de l'emprise des variants britanniques et amazoniens dont la circulation créerait 2 vagues simultanées mais aux ampleurs différentes. Pour Santé publique France, si les modes de transmission n'ont pas changé, le virus est plus contagieux. Pour le contrer, l'ARS compte sur la vaccination. 2219 personnes ont été vaccinées la semaine dernière sur toute la Guyane. Avec l'ouverture du vaccinodrome de l'Ancre à Cayenne, elle espère atteindre 2750 injections hebdomadaires. Alors la Guyane reste tout de même le territoire ultramarin avec le taux d'incidence le plus faible. Pour comparaison, il atteint 91 en Guadeloupe et 165 en Martinique. La Guyane compte 210 nouveaux cas sur 4558 tests réalisés en une semaine. 12 personnes sont hospitalisées, dont 5 en réanimation. Et puis malheureusement, 4 décès supplémentaires sont à déplorer. Le président de la République s'est exprimé aux Français ce soir. Oui, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs restrictions destinées au département de l'Hexagone. Les Outre-mer ne sont pas concernés par ces nouvelles mesures, parmi lesquelles l'extension à tout le territoire métropolitain, des restrictions déjà en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée. Ce choix ne concerne pas les territoires d'Outre-mer où le virus circule moins et qui ont fait de très gros efforts pour le ralentir, a-t-il précisé. Enfin, pas de fermeture des écoles en Outre-mer comme annoncé dans l'Hexagone. Et on parle de l'épidémie au Brésil. Le chef de l'État Jair Bolsonaro a remanié en profondeur son gouvernement en début de semaine. Un remaniement qui intervient alors que le pays traverse une deuxième vague incontrôlée. Le Brésil a franchi le cap des 300 000 morts en un an et battu le triste record du nombre de morts en une seule journée. Les chefs des 3 forces de l'armée de l'air, de terre et de la marine brésilienne ont également démissionné. Rosuel Lima Pereira, maître de conférence en civilisation brésilienne à l'université de Cayenne, était l'invité de 7h. Il est revenu sur l'actualité politique brésilienne mouvementée de ces derniers jours. Je pense que Bolsonaro sème la zizanie à la caserne, c'est-à-dire qu'il voudrait surtout envoyer un signal aux militaires modérés qui critiquaient aussi sa gestion de la pandémie. Donc il y a ces problèmes liés aussi aux tensions entre l'armée et le président, liés aussi à la corruption qui entoure la famille du président et souvent aussi les menaces de coups de force du chef de l'État. Parce qu'il y a aussi une dispute entre le président et les gouverneurs des États au Brésil. Pour l'armée surtout qui était habituée depuis la
dictature d'être présente dans ces moments, donc des campagnes, surtout des vaccinations, parce que le Brésil a une expérience, surtout l'armée, et l'armée voit qu'il n'y a pas vraiment cette gestion qu'elle aurait souhaité pour régler ces problèmes. Et aussi, ensuite, il y a tous les discours contre la pandémie, à un moment donné, contre la Covid de Bolsonaro. Rosuel Lima Pereira, maître de conférence en civilisation brésilienne, il était l'invité de 7 heures de Victor Zamit. Demain sera à la même place le sénateur de Guyane, Georges Passion. Gabriel Serville conduira bien une liste différente de celle de Jean-Paul Ferreira dans la course à la CTG. On est dans une interview accordée à nos confrères de Guyane La Première. Le député guyanais a parlé d'un coup d'État de personnes qui ont voulu, dit-il, s'approprier le travail réalisé, et ce, alors qu'il affirme avoir été le principal coordinateur des travaux depuis le mois de février. Avec son mouvement Pays Guyane, ils ont ainsi décidé de poursuivre leur chemin. Le monde de la musique réagit à la disparition de Kiko. Et en particulier les membres de son groupe Blackwood, célèbre groupe de reggae guyanais. Aujourd'hui, les confrères de Kiko sont en deuil. Ils viennent de perdre un ami, un frère, comme nous le confie le chanteur du groupe Michel Clette. On est dans un moment vraiment de tristesse. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement un ami, c'est un frère, c'est la famille, c'est ses enfants, sa famille à lui, tous ceux qu'on représentait pour le groupe aussi. Il a su fédérer autour de beaucoup d'amis pour que justement ce qu'on fait soit reconnu quelque part internationalement. C'est lui qui était le fédérateur de tout, enfin qui réunissait tout le monde et qui prenait tout en charge à certains moments. Tu nous as toujours boosté à tous. On est touché dans notre chair. C'est comme je le dis, c'est pas simplement un ami, c'est un frère. Voilà, Michel Clette, membre du groupe Blackwood, il ne cache pas sa peine au micro de Clément Buzalka. La maire de Cayenne, Sandra Trochimara, se souvient d'un homme qui faisait confiance à ses inspirations et à ses visions, de l'homme généreux et passionné, déterminé et foncièrement défenseur des valeurs, des principes et de l'identité made in Guyane. Lénaïque Adam, député de Guyane, rend hommage à l'homme qui aimait son pays de manière viscérale et qui se battait pour son développement, indique-t-il sur Twitter. On revient aussi sur cette découverte macabre ce matin à Cayenne. Un homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé pendu à proximité de la plage Chaton à Cayenne. D'après la police scientifique, il s'agirait d'un suicide. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béhari-Lolsirder. Et on poursuit ce journal avec une affaire classée sans suite. L'affaire du carnavalier mordu par un chien de la police avait agité les réseaux sociaux et provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique. La plainte d'Albert Tarsi, le carnavalier mordu par ce chien en marge du carnaval illégal du dimanche 10 janvier, n'aura donc pas de suite judiciaire, sauf si le plaignant fait appel. Selon le parquet de Cayenne, rien n'établit que la morsure résulte d'un acte volontaire du chien. Et comme chaque soir, cette semaine, on poursuit notre série de reportages au village Trois Sceaux. Cette fois, c'est avec des enfants privés d'école. Oui, Trois Sceaux sur le Haut-Oyapok, c'est la réunion de plusieurs petits villages éparpillés sur le fleuve. Dans l'un de ces villages, Yawapa, l'école est trop délabrée pour accueillir les enfants. Il y a bien celle du village de Zidok, mais elle est loin et pas assez spacieuse. Florian Royer a rencontré un habitant de Wayapa. Cette fermeture de l'école le laisse sans solution pour ses enfants et aussi sans emploi. Depuis septembre, les quelques 18 élèves de niveau primaire de Yawapa sont privés d'école. Il y a une partie qui est tombée et une partie qui tient encore, qui tiendrait pas longtemps, quoi. Vincent, Nathalie est père de 3 enfants, dont un garçon de 10 ans et une fille de 6 ans qui devraient être scolarisés à Yawapa. Nous nous inquiétons beaucoup pour nos enfants parce que il faut que les enfants, déjà, ils apprennent beaucoup de choses et puis ils oublient comment faire. En janvier, la mairie de Camopi a pris un arrêté interdisant l'utilisation de l'école. Résultat, les enfants de Yawapa doivent aller à Zidok à 1 heure de pirogue pour l'école. Mais là encore, il y a quelques problèmes. Mais il n'y a pas tous les enfants qui viennent parce qu'ils font 1 jour sur 2, quoi. Parce qu'il y a un grand souci aussi à Zidok. Il manque de salles, il manque des profs. Il manque des tables, des chaises. Pour Vincent Nathalie, cette fermeture pose un double problème, puisque en plus d'être parent d'élèves, il était employé à l'école de Yawapa en tant qu'ATSEM. À cause qu'ils sont fermés à l'école, je ne travaille plus. Le maire, je pense qu'il a arrêté mon contrat. Là, je ne touche plus rien. Là, j'ai déposé un papier pour l'emploi
pour toucher la CEDIC. Pourtant, avant le début de la crise sanitaire, des travaux avaient commencé sur l'école, mais interrompus par le confinement. Le projet, ils avaient un projet, le projet était en cours et puis à cause des confinements, ils ont tout arrêté. Quoi. Pour l'instant, Vincent Nathalie, comme les autres parents d'élèves de Yawapa, doit prendre son mal en patience. Il n'y a pas de date annoncée pour la réouverture de l'école. Un reportage de Florian Royer au village de Yawapa. Et puis demain, nous retournerons à Troisseau pour parler de la collaboration essentielle entre les médecins des centres de santé et la médecine chamanique traditionnelle. Et on revient à Matoury et à Rémire-Montjoly, la RN4 fait peau neuve. Alors, une bonne nouvelle pour les automobilistes. Avec ses 10 km de voies, la Matourienne a bien besoin d'une nouvelle jeunesse après 30 ans d'existence. D'ici 2022, elle va changer complètement de visage avec de nouvelles voies vertes pour les vélos et joggeurs, le revêtement et l'éclairage total de la chaussée reliant Rémire à Matoury. Coût total des travaux, 25 millions d'euros. Et un concours pour réconcilier les enfants avec les livres. Ça s'appelle Tidoko Kali, 2e édition. Il concerne les élèves du CP au CM2 dans la circonscription de Cayenne 1 Saül. Chaque élève sélectionné va devoir lire un texte à haute voix face caméra pendant 1 minute. L'objectif, renforcer la motivation des élèves et de leurs parents autour d'un jeu concours. Les élèves se préparent accompagnés par des écrivains pour enfants, parrains du concours. Edmé Doudi s'est rendu à l'école Mariette Bernude de Cayenne. Tandis qu'il escaladait une branche d'un palmier maripa, il constata avec plaisir que celui-ci portait 2 grosses grappes pleines de fruits mûrs sur le point de tomber au sol. Ce que nous lit Trévis, 8 ans, c'est un extrait du Chat margué, le tamarin et la harpie, une des fables de Guyane de l'écrivain Pierre Apollinaire Stephenson. Tiens, Chatik, que fais-tu là ainsi à rester sur place, toi qui as mangé tant de mes cousins et frères? Malia poursuit avec un autre passage. Ce texte, ses élèves de CE2 l'ont étudié dans le cadre du concours de lecture à haute voix Tidoko Kali, un concours parrainé entre autres par Pierre Apollinaire Stephenson. Les parrains et marraines ont la mission d'aller dans les classes pour rencontrer les 1300 élèves de la circonscription pour leur donner des techniques afin qu'ils lisent mieux. Ce qui a motivé leur maîtresse Laurence, amoureuse des livres, elle souhaite leur transmettre plus. Qu'ils ne restent pas juste actifs et lecteurs en classe, mais qu'ils soient aussi lecteurs dans la vie de tous les jours pour enrichir leur vocabulaire, enrichir leur vision du monde, et ça, c'est pas facile. Car on ne va pas se mentir, aujourd'hui, les tablettes et autres écrans éloignent les enfants de la lecture. Que reste-t-il de cette rencontre? Nous avons posé la question à Dylan, 8 ans. On a lu un petit texte avec une personne qui s'appelle Chatik, Chat margué et l'harpie, Tyros. Tu aimes bien lire? Oui. Qu'est-ce que tu lis d'habitude? Des petits textes pas très longs. Très enrichissant aussi pour l'écrivain Pierre Apollinaire Stephenson. On sent une véritable émulation. J'ai même été étonné par un élève qui m'a parlé de Cheikh Anta Diop. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc félicitations aux parents qui motivent leurs enfants, qui les emmènent dans les bibliothèques, car la lecture rend libre. Dans chaque classe, 5 élèves des écoles participant à ce concours seront sélectionnés. Ils seront évalués par niveau, même si l'objectif n'est pas vraiment de gagner, mais plutôt de se réconcilier ou découvrir un amour pour la lecture. Allez, on leur souhaite quand même bonne chance à ces élèves des écoles primaires pour ce concours. Et puis on finit ce journal avec, comme chaque mois, ce changement, jeter un coup d'œil sur les prix du carburant pour le mois d'avril. Demain, tout augmente et ce n'est pas un poisson d'avril. Plus 13 centimes pour le sans-plan à 1,75 €, plus 8 centimes pour le gazole à 1,49 € et plus 1,20 € pour la bouteille de gaz à 24,49 €. Merci beaucoup Arnaud Béarry, l'LCRDR. Le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Le retour d'Edmé Douzi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.